Titre dans cette édition, première élection municipale en Tunisie. Le parti islamiste Ennahda a proclamé sa victoire. Élection législative au Liban ce dimanche, les toutes premières depuis près d'une décennie dans ce pays. Puis deuil dans l'arène politique mozambicaine, les militants d'Afonso Dhlakama ont rendu hommage à leur leader décédé la semaine précédente. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Le parti islamiste Ennahda, donné légèrement gagnant des premières élections municipales en Tunisie, a proclamé sa victoire. Mais l'instance en charge des élections, l'ISIE, qui ne donnera ses résultats que dans les jours à venir, ne confirme pas ces chiffres. Notons que ces premières municipales libres du pays ont été marquées par une forte abstention. Reportage. La Tunisie a connu ses premières élections municipales dimanche. S'il faut encore attendre quelques jours pour connaître les partis vainqueurs de ces élections, le parti islamiste Ennahda, lui, a déjà proclamé sa victoire. هذا النجاح في حركة النهضة نعتبره كما قلت لتونس هو مهم لتونس ومهم لسمعة. Cette victoire du parti est très importante pour la Tunisie et pour la transition démocratique. On n'a pas encore les résultats finaux, mais les premiers indices montrent l'avance d'Ennahda et sa réussite. La victoire dans cette élection revient à deux grands partis, Ennahda et Nida. On considère que c'est très important pour la transition démocratique et que cela donne l'équilibre nécessaire à la démocratie. مهم للانتقال الديمقراطي. مهم بقطع نظر عن حجم كل حزب والأصوات اللي جابها في هذه الانتخابات لأنه يعطي للديمقراطية التوازن المطلوب. Ces premières municipales tunisiennes ont surtout été marquées par une forte abstention. هي نتيجة منتظرة ومتوقعة. En ce qui concerne le taux de participation général, il est estimé à 33,7%. C'est un résultat prévu et attendu. C'est un taux de participation normal, vu la particularité des élections municipales. Elles n'ont pas de caractère politique direct, comme les élections présidentielles et législatives premièrement. Deuxièmement, elles touchent directement le citoyen. Ce faible taux de participation serait dû, à en croire les Tunisiens, aux difficultés économiques et politiques qui les démobilisent. Ce scrutin sera suivi des législatives et d'une présidentielle en 2019. En tout, 5,3 millions d'électeurs tunisiens étaient inscrits pour élire les conseillers des 350 municipalités parmi 57 000 candidats. Ces conseillers devront ensuite élire les maires d'ici mi-juin. Même registre, mais cette fois-ci au Liban. Le pays a tenu dimanche ses toutes premières élections législatives en près d'une décennie. Le scrutin a peu mobilisé et ne devrait pas bouleverser la répartition du pouvoir entre les principaux partis en place. Voici les images. Faible mobilisation au Liban pour les premières législatives organisées en 9 ans. Le taux de participation a atteint 49% contre 54% aux législatives de 2009. Aujourd'hui, c'est une journée historique, je crois, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de participation. Mais nous sommes ici tous rassemblés, unifiés comme liste, programme et idées unifiées. Et c'est pour ça que c'est historique. On donne de l'espoir aux jeunes pour qu'ils continuent ce chemin. C'est notre espoir. Nous nous sommes tous rassemblés dans tout le pays, dans tout le Liban, pour cette cause. Et nous donnons une alternative pour ces jeunes. Si aujourd'hui on obtient un député, dans 4 ans, on en aura 10. Quelques 597 candidats répartis en 77 listes étaient en lice pour ces législatives. Mais la répartition des sièges est aussi régie par un subtil partage confessionnel entre les différentes communautés religieuses et respecte une parité islamo-chrétienne. Les dernières législatives au Liban remontent à 2009. Le Parlement a ensuite prorogé à 3 reprises son mandat, invoquant notamment des risques pour la sécurité du pays, liés notamment au débordement de la guerre en Syrie qui a fait rage depuis 2011.
Et parlant toujours de ces législatives au Liban, notons que le Premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé aujourd'hui que son mouvement avait perdu un tiers de ses sièges au sein du Parlement. Ce journal se poursuit au Mali. Plusieurs centaines de sympathisants du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta ont assisté à un rassemblement de son parti à Bamako. Le président du parti y a annoncé la volonté d'Ibrahim Boubacar Keïta de se présenter à la prochaine élection présidentielle. On fait le point. Le président malien sortant Ibrahim Boubacar Keïta a été investi ce dimanche, candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain par une coalition de près de 70 partis. C'était lors d'une réunion tenue devant 3000 personnes à Bamako, en l'absence du chef de l'État malien. Notre camarade Ibrahim Boubacar Keïta a confirmé sa volonté et sa disponibilité à être au service de la majorité du peuple. Nous accueillons avec une grande satisfaction qu'il soit candidat pour nous conduire vers des victoires certaines. Nous irons loin, Inch'Allah. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut faire confiance encore à Ibrahim Boubacar Keïta. Hier comme aujourd'hui, il est et demeure l'homme de la situation. J'invite toutes les militantes et militants, les sympathisants du parti, des partis membres de la CMP, des partis engagés dans la nouvelle plateforme d'alliance politique et électorale, tous les patriotes à se mettre en mission pour que la victoire de Ibrahim Boubacar Keïta dès le premier tour soit possible. Une cérémonie d'investiture sera organisée à une date non précisée par le président de la formation présidentielle. Par ailleurs, l'investiture d'Ibrahim Boubacar Keïta intervient après le lancement le 29 avril dernier d'une coalition d'une soixantaine de partis politiques et associations pour réaliser l'alternance et le changement en juillet. Selon leur manifeste, les membres de cette coalition, parmi lesquels Soumaïla Cissé, chef du principal parti d'opposition, l'opposant Thiébile Dramé, ainsi que plusieurs candidats déclarés à l'élection présidentielle, s'engagent à mettre fin à l'immense gâchis qu'a été le quinquennat finissant. Au Mozambique, des militants du principal parti d'opposition, la Renamo, se sont rassemblés à Beira au cours d'une messe en plein air pour rendre hommage à leur leader, Afonso Dhlakama. Ce dernier, rappelons-le, est décédé subitement jeudi dernier. Voici les images. Afonso Dhlakama, le leader du principal parti d'opposition, la Renamo, est décédé la semaine précédente. Sa mort est un véritable coup dur pour ses militants. Je suis très triste. Notre père Afonso Dhlakama a disparu. Je ne sais plus quoi faire. Il va être difficile de boucher ce vide qu'il laisse, car il planifiait tout pour le peuple mozambicain, pour le parti en général. Il menait les négociations avec le président du Mozambique. Le quotidien va être difficile en son absence. On peut dire qu'il va nous être difficile de vivre de manière démocratique. Quelques jours après le décès de leur leader, les militants de l'Est Rébellion se sont réunis nombreux pour se recueillir, chanter, prier et attendre les instructions du parti sur l'organisation de l'enterrement. Pour la petite histoire, Afonso Dhlakama a dirigé pendant 39 ans la Renamo d'une main de fer. D'abord, lors de la guerre civile meurtrière qu'il a opposée au Front de libération du Mozambique, alors d'inspiration marxiste, de l'indépendance sur le Portugal en 1975 jusqu'en 1992. Puis, lorsqu'elle s'est muée en parti d'opposition, sans succès. Les apprenants et enseignants des collèges d'enseignement général d'Akwassa et celui d'Ekpe peuvent désormais étudier dans de meilleures conditions au Bénin. La Fondation Adjavon Sébastien Germain leur a offert 200 tables bancs dans le cadre de ces actions scolaires. Les remises de dons se sont déroulées en présence des autorités de l'enseignement secondaire et devant nos caméras. Le point dans cet élément. Les collèges ciblés, en l'occurrence le CEG Akwassa et celui d'Ekpe, sont dans une situation où le don de mobilier est perçu tel une œuvre de Dieu. Je dois vous dire que le CEG Ekpe, que j'ai l'honneur de diriger, compte à la date d'aujourd'hui
96 groupes pédagogiques avec 48 salles volantes. Je dis bien 48 salles volantes. Ça veut dire que les 50% volent. Dans ses actions en direction de l'école, outre les mobiliers, la Fondation Ajavon Sébastien Germain a toujours construit des salles de classe et des latrines. L'exception ici se justifie. Vous savez, si j'avais un bâton magique, j'aurais déjà fait plein de modules de classe ici. Mais malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir-là. Les besoins sont énormes. Nous parcourons beaucoup de collèges et nous savons qu'il y a beaucoup de demandes. Mais on s'est dit, en attendant, je dis bien en attendant, de revenir ici pour d'autres activités, ce serait bien de soulager un peu cet établissement pour ce qui concerne les conditions d'études. Et c'est par rapport à cela que nous avons choisi votre établissement pour pouvoir bénéficier de 120 tables bancs. Les apprenants ont mesuré la portée de l'acte et ont pris des engagements. Quant aux autorités de l'enseignement secondaire, elles restent très optimistes. Cette table est bon. Vient de régler déjà certaines difficultés auxquelles nous étions confrontés. Ils permettront à 160 élèves de s'asseoir et de suivre confortablement les cours durant des décennies, en ce moment pendant lequel il n'est plus permis de l'imposer aux nouveaux inscrits, ni à pas quelconque subscription. Je voudrais, au nom de mes camarades, vous faire la promesse que nous allons nous mettre davantage au travail pour amener la Fondation ASG à nous construire des salles de classe afin que nos résultats à la fin de l'année soient encore plus meilleurs. Au nom des bénéficiaires et de la direction de l'enseignement secondaire, je vous exprime ma profonde gratitude et profite de la même occasion pour solliciter d'autres actions du genre dans le CEG. Au total, 200 tables bancs ont été offertes, dont 80 pour le CEG Akwassa et 120 pour le CEG Ekwe. Toujours au Bénin, la 3e édition des Journées Médias a démarré le 30 avril dernier dans le cadre de la Journée internationale de la presse et a pris fin ce week-end. L'organisation des JMB est, rappelons-le, une initiative de l'association Elan Média en collaboration avec l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Organisée depuis 2016 en prélude à la Journée internationale de la presse, célébrée tous les 3 mai, les Journées médias du Bénin sont pour les professionnels des médias béninois une occasion pour se retrouver pour réfléchir ensemble sur leur corporation. Les Journées médias du Bénin révèlent d'autres talents des professionnels des médias, notamment ceux de mannequins. Nous avons de très belles choses dans la presse, franchement. Ah bon? Ah ouais, ah ouais. Le gars, il est content de lui-même, tu vois. Il dit, mais ça, donc c'est moi ça, quoi. John Médard, vous verrez la marraine, la grande dame. Samuel Atimi. Plusieurs autres activités, notamment la foire du livre, le concours de production à l'endroit des hommes des médias, un colloque des médias ont meublé cette 3e édition des Journées médias du Bénin. Pour la présidente du comité d'organisation, les Journées médias du Bénin restent la cause commune. Elle a également adressé des remerciements à l'endroit des professionnels des médias, des associations de professionnels des médias. Cette initiative, ce n'est pas seulement le fait de Elan Média, c'est le fait de tous les professionnels des médias que vous êtes ici. Nous vous invitons juste à prendre ça au sérieux. Nous nous amusons certes, mais c'est aussi une façon pour nous de travailler pour plus de brassage entre nous et c'est ce que nous avons voulu démontrer sur scène. Après Cotonou, cap sera mis sur Parakou du 15 au 19 mai prochain pour rassembler aussi les journalistes de l'intérieur du pays autour des Journées médias du Bénin. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.